Tapie. Ça va? Très en forme, Bernard, là. Hein, juvénile. Vous avez un secret, quand même. T'as pas un pote autour de France qui te file des trucs? De toute façon, puisque c'est un secret, je ne vais pas vous le dire. Un jour, je vous le dirai. Je sortirai des produits, un truc. Ah ouais. Et puis, je vous dirai, si vous voulez les mêmes, c'est cher. Ah. Bernard Tapie va se recycler dans l'anti-âge, c'est ça? Voilà. Ouais. En tout cas, ça marche. Hein. Ouais, 75, regarde. Putain, 75 ans, hein. Bravo. Bon alors, Bernard, d'abord, merci d'être là. Vous n'avez rien à vendre. Non. Et vous êtes là par solidarité pour Tout le monde en parle, parce que c'est l'avant-dernière émission. Exactement. Il n'a rien à vendre, hein. Non, mais Il a quand même demandé 30 000 € en liquide dans sa loge. Ah ouais. je te signale que personne ne me les a donnés. Ils sont dans le jardin. Non, mais c'est vrai, franchement, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une émission qui va manquer beaucoup. Et donc, je suis content de venir avec vous à l'occasion d'un de ces derniers rendez-vous. Voilà, merci. Alors bien sûr, on va parler politique, mais on va commencer avec le foot, avec le mondial, avec les Bleus. Alors Bernard, vous expliquez comment cette métamorphose des Bleus dans le match contre l'Espagne? Il y a plein de raisons, mais on va essayer de sortir les essentiels. La première, et la plus importante, c'est le changement total de psychologie et de motivation. Quand on rencontre le Togo, la Corée, même la Suisse, les Français ont beau se dire, et ils se le disent, il faut gagner, on va mettre tout notre cœur, on va mettre toute notre énergie. Ils font appel à ce qu'on appelle la motivation volontaire, celle qui dépend de sa volonté. Quand tu rencontres l'Espagne, et qu'il s'agit de passer un cap et surtout de remettre des pendules à l'heure, là, tu fais appel à la motivation inconsciente, celle qui te fait courir le 100 mètres parce que ton gosse se noie. Ouais. La vraie différence, c'est ça, c'est que là, ils font appel à des ressources que seule la volonté ne peut pas te donner. Ouais. Or, quand on sait qu'un être humain utilise à peine la moitié de ses potentialités, sur un match comme ça, tu obtiens des trucs. Bon, alors ensuite, l'Espagne, eux, ont vécu le contraire. On leur a mis la tête comme ça, c'est les futurs champions du monde, ce qui fait que malgré l'ouverture du score, qu'aurait pu leur permettre de temporiser un peu, de jouer les malins, de rester derrière, et vas-y, on continue, et ils nous ont donné des boulevards derrière que les Français ont bien su exploiter. C'est énorme. Voilà, c'est énorme parce que on a vu ce que ça a généré chez les gens, c'est inimaginable. Ouais. C'est une belle démonstration de ce que les gens sont capables de faire lorsqu'on leur offre un événement qui les rend jubilatoires. Les gens ont envie de vibrer en tous les cas. Les Français sont versatiles. Incroyable, je ne sais pas si tu as vu, dans les rues, partout. Ouais. C'était un bonheur exprimé sans limite. Et qu'on ne voit pas dans d'autres formes d'existence que le sport et en particulier le football. Moi, je ne vois jamais des gens qui ne se connaissent pas dans la rue, qui s'embrassent, etc. Ah, c'est la grande communion. Il y a certains quartiers où ça c'est des boîtes privées, oui. Alors Bernard, cette émission est enregistrée exceptionnellement avant France-Brésil. Oui, parce qu'on est jeudi soir. Ben voilà, donc tu vas me donner un pronostic. Et le match vient de finir. Ouais, c'est horrible. Objectivement, je ne peux Tu joues ta réputation, Bernard. Non, parce que je ne peux que te dire, voilà ce qui va se passer. Sûrement. Et te dire, j'ai tellement envie qu'on gagne, que je te fais pas de pronostic, je te fais que mon souhait. Ouais. Mais j'ai vraiment la trouille. J'ai vraiment peur parce que réellement, sur le papier, autant il n'y a pas une autre équipe, franchement, il n'y a pas une autre équipe qui nous est supérieure. Je dis bien sur le papier. Sur le papier, le Brésil nous est supérieur. Alors maintenant, est-ce que cette espèce de confiance qu'on vient de prendre, cette espèce de volonté de ne rien avoir à perdre, parce que maintenant ils ont fait l'essentiel, on est en quart de finale contre le Brésil, celui qui gagne là sera dur à battre. Le fait que l'arbitre soit espagnol? Connerie pour nous. Difficile. Difficile. Forcément. Il va se venger. Les Espagnols, ils nous mettent un arbitre espagnol. Et moi, je pense qu'il y aura forcément à dire sur l'arbitrage. Malheureusement.
Attends, c'est quoi qu'on entend là? Un merle, parce que c'est le coucher du soleil. C'est quoi? Thierry, c'est un oiseau derrière, je dis un merle. Mais c'est génial. Il chante à la tombée du jour, ça C'est s'appelle la une hirondelle. Le nature. connard qui fait le merle. Non, je te jure que non. Tu ne connais pas les saisons, la nature, tout ça, tu connais pas? C'est un quoi? merle. Ouais. Il y a un fout, merle. là. Ben non, c'est un con. J'en ai un dans mon jardin, il siffle du Jeanne Moreau. Il fait. Je te dis, il fait. Tous les jours. Et moi, je finis là, 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 là. On est devenus potes. Alors, vous pensez quoi des condamnations dans le procès des comptes de l'OM, Bernard Tapie? Et je pense la même chose que quand elles s'adressaient à moi. Elles ont strictement aucun sens. Tu peux pas condamner Robert Louis Dreyfus pour abus de biens social dans son club dans lequel il a mis 130 millions d'euros. Là, je veux dire, faut être un peu schizophrène. Tu peux l'accuser de plein de choses, éventuellement. D'avoir fait des contrats bidons, d'avoir arnaqué l'URSSAF, que les joueurs aient triché sur les impôts. Je suppose qu'il doit y avoir dans le dossier des choses. Mais ils l'ont pas retenu là-dessus. Donc ça veut dire qu'il était coupable de rien d'autre que ça. Et là, c'est du délire. On ne peut pas reprocher à un mec d'avoir été... puisque le délit d'abus de biens, c'est d'avoir porté tort à son entreprise, en gros. En gros. Hein? Tu portes tort à ton entreprise quand tu mets 150 millions d'euros dans les caisses, c'est un drôle de maso quand même. Donc ça ne tient pas debout. Alors ensuite, si on veut parler des systèmes qui tournent autour du foot, en France, je parle, tous les clubs ont recours aux mêmes arnaques qui consistent à pouvoir faire des salaires concurrentiels avec les étrangers qui payent moins d'impôts. Voilà, tout le problème est là. Quand un joueur est sur le point de venir en Angleterre, en Espagne, en Italie ou en France, il choisit un autre pays que le nôtre parce qu'il est plus taxé. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure, ça va vous intéresser, hein, on parlait tout à l'heure des pronostics. Eh bien, je vais vous dire pourquoi la France est devenue un petit pays de football. L'Angleterre, tous les joueurs de l'équipe anglaise jouent en Angleterre. L'équipe d'Italie, sauf Beckham. L'Italie, tous les joueurs de l'équipe italienne jouent en Italie. L'Espagne, tous les joueurs d'Espagne jouent en Espagne. Les Allemands, tous les joueurs allemands jouent en Allemagne. Les Français, 3 joueurs français jouent en France. Voilà. On a rejoint le peloton des pays sous-développés. C'est-à-dire qu'à cause des impôts, ils sont obligés d'aller jouer ailleurs. Globalement, c'est pas que ça. C'est globalement, c'est les impôts, c'est les contrôles, c'est l'URSSAF. C'est un pays qui devient un pays tellement pressurisé que les gens ont envie d'aller ailleurs. Et ce qui se passe dans le football, ne vous faites pas d'illusions. C'est comme ça pour les artistes qui peuvent partir ailleurs. C'est comme ça pour tous les autres sportifs de haut niveau. C'est comme ça pour les grands chercheurs. C'est comme ça pour les grands ingénieurs. Et ça va finir par être comme ça pour tout le monde. Il n'y aura plus personne, peut-être. Ben, il y aura ceux qui veulent attendre des autres leur salut personnel. Mais est-ce que cette crise de confiance envers l'équipe de France, finalement, ne traduit pas, ne reflète pas une crise de confiance du pays en lui-même? Les Français sont très bizarres parce qu'il y a un sondage sur la croyance, le bonheur, etc., qui m'a vachement épaté. C'est ça dans le challenge début de l'année. Question, êtes-vous plutôt heureux, plutôt malheureux? 82% des gens, plutôt heureux. 82. Deuxième question, pensez-vous que les Français sont plutôt heureux, malheureux? Ils pensent que 82% des Français sont malheureux. C'est dément. Tu vois, on est en schizophrénie totale. Ça veut dire que toutes les nouvelles, toutes les infos qui sont ce qu'elles sont, on ne va pas reprocher aux journaux télévisés de dire qu'il y a tant de morts par le sida, qu'il y a le tsunami, etc. N'empêche que leur impression à eux, c'est de vivre au milieu d'une tempête incroyable qui fait que tout le monde doit être dans une merde noire, tout le monde doit souffrir, et pas nous. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, c'est un des gros problèmes qui rend ce pays très compliqué à gérer. C'est pour ça que c'est un pays où il y a un taux de suicide très important. C'est le plus gros consommateur d'antidépresseurs au monde, la France, vous savez ça? C'est vrai qu'au moment des 30 Glorieuses, on a eu un modèle social très développé, qui était vraiment bien installé, qui était basé sur le partage, sur le fait que tout le monde doit profiter, au moins en ce qui concerne l'éducation, la santé, la justice, des progrès qui sont faits. Et puis ils ont pris pour beaucoup l'habitude d'être un peu sponsorisés, un peu assistés. Et quand ils se sentent plus dans cette situation de sécurité, beaucoup perdent les pédales. On est aussi un des pays où le divorce fait le plus de ravages et crée des situations dramatiques. Quand un couple sans moyens divorce, il y a des mecs qui couchent dans la bagnole parce qu'ils ont de quoi payer un appartement, pas deux.
Évidemment, heureusement, on laisse la femme dans l'appartement avec les enfants et le mec, il n'a plus un rond, il est dehors. Donc, en dehors de la souffrance affective, il y a une souffrance matérielle terrible. Mais il y avait un sondage dans le Nouvel Observateur dont on parlait ici la semaine dernière déjà, moi qui m'étonne complètement, c'est êtes-vous favorable ou non à l'économie de marché? Alors en Chine, c'est 74% des Chinois sont favorables à l'économie de marché. Aux États-Unis, c'est 71%. Dans les grands pays européens, c'est 65-66%. Et en France, c'est 34%. Alors est-ce que la France est très en avance? C'est-à-dire elle a compris que le capitalisme, c'était pas bien, et elle est post-capitaliste, ou au contraire, elle est très en retard, parce qu'il y a un problème là. Non, mais d'abord, il est possible qu'il existe un système beaucoup plus efficace, plus généreux, et qui rend les gens plus heureux, mais on ne le connaît pas. Puisque pour l'instant, on a mis en opposition le marxisme, qui a généré un socialisme, puis une social-démocratie, et puis la loi du marché. Bon. Encore une fois, la loi du marché, pour les gens, c'est l'abandon d'une certaine sécurité et d'une certaine protection. C'est un peu la jungle. Or, comme on est le pays le plus protégé, forcément, les Français sont les plus opposés à la loi du marché. Ensuite, il y a l'interprétation qu'on se fait dans le mot « la loi du marché ». Pour beaucoup, la loi du marché, c'est la loi de la jungle. Et il faut reconnaître que, par certains égards, c'est un peu vrai. Alors, est-ce que le Français est plus malin, plus impertinent, plus rigoureux pour exiger davantage? C'est un peu tout ça. Maintenant, il faut que ces Français-là se disent que s'il existe une autre technique, une autre méthode, c'est pas la France qui pourra l'imposer seule, parce qu'elle fait 2% du monde, la France. Donc, dans un monde qui est entièrement soumis à la loi du marché, on est obligé de l'adopter. C'est du baratin. Alors, on a des mecs, j'entends Besancenot, j'entends tous ces gens. C'est bien, c'est rafraîchissant de les entendre dénoncer. Mais ils font quoi? Ils font que dalle. La France, c'est un peu le village d'Astérix aujourd'hui, non? Vous n'avez pas cette impression? Oui, vous avez vu, le mec, il a dit les patrons, il faut tous les virer. On les remplacera. Bon, par quoi? Par d'autres patrons. Qui auront une nouvelle hiérarchie. Toute la société est basée sur une hiérarchie. Que tu mets 150 mecs sur une plage, tu les laisses 1 an et demi, tu reviens, il y a un patron, il y a 2 adjoints, puis il y a le connard en bas parce qu'il veut rien foutre ou parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et la société doit être bien organisée parce que celui qui est en bas, il a le droit aussi de vivre, de ne pas être piétiné, d'être protégé, qu'on ne lui pique pas son dû, qu'on ne lui baisse pas sa femme. Il a le droit. Alors c'est là où la société doit être organisée pour faire face à la limite aux inégalités de la hiérarchie. Mais une hiérarchie, elle existe dans les pays socialistes, il y avait une hiérarchie. Bien sûr. Dans les pays capitalistes, il y a une hiérarchie. La France, c'est un pays qui s'accommode mal des hiérarchies. C'est un pays assez égalitariste, la France. Bah, on lui a fait sa conception comme ça, c'est logique. Alors, en tous les cas, tout ça donne aux prochaines élections présidentielles une importance considérable. Il faut leur faire attention au programme, là, parce qu'après... Moi, je pense franchement qu'on n'est pas dans la situation dramatique qu'on raconte, mais on n'est pas bien. Et là, il va falloir être très prudent. Je crois que ces élections-là sont les dernières où on a le droit de se tromper. Alors, vous n'allez pas revenir en politique, pourtant vous êtes éligible depuis 3 ans, mais vous n'allez pas revenir. Est-ce que vous avez peur? Vous dites, quand je voulais devenir maire de Marseille, on a trouvé 100 000 francs dans un jardin pour m'envoyer en prison en affaire MVA. Si je suis candidat à la présidentielle, on va mettre 100 kilos de cocaïne dans mon coffre. Peut-être pas 100, parce que mon coffre ne les tient pas. Mais quelques kilos. Non, c'est une manière de dire qu'on ne veut pas tout le monde. Et finalement, ils ont raison. Ils veulent rester entre eux. C'est un métier de faire de la politique. Les professionnels de la politique ont toujours une distance à l'égard de ceux qui ne viennent pas de leur rang. Mais c'est vrai de Kouchner, c'est vrai de Borloo, c'est vrai de Tapi, c'est vrai de tous ceux qui, à un moment donné, ont eu envie de franchir le pas. Est-ce que c'est légitime? Quelque part, oui. Quelque part, oui. Parce qu'on n'a pas donné, en tout cas, de gage sur la réalité de nos convictions, de notre programmation, etc. Par conséquent, on peut croire qu'on est capable de séduire sur des éléments d'appréciation qui ne justifient pas le vote. C'est pour ça que les électeurs font une grande distinction entre la cote d'amour, avec des sondages extraordinaires, Kouchner, et le vote. Le vote, c'est une opinion. La cote d'amour, c'est une humeur. Ça nous ramène d'ailleurs à faire attention aux sondages. Alors, vous n'allez pas revenir en politique, Bernard, mais vous allez intervenir, d'abord au nom des 3 millions de gens qui ont voté pour vous. C'est-à-dire là, c'est pas du sondage, là. C'est pas de l'humeur, là. Là, c'est des bulletins. C'est des bulletins dans l'urne. 2,9 millions. Et puis peut-être aussi au nom du Parti radical de gauche, non? C'est là que je suis parti, parce que c'est la philosophie radicale, entre parenthèses, qui est peu développée. On a l'impression qu'il n'existe plus que 2.
Mais le radicalisme, c'est justement, il faut se souvenir, c'est Gambetta, c'est Jules Ferry, c'est Mendès France, c'est l'école publique obligatoire, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Enfin, je veux dire, c'est des choses importantes, le radicalisme, qui privilégie l'homme plutôt que les systèmes, qui met l'homme au centre de ses préoccupations et de ses débats, qui considère qu'un État, une nation n'est forte que par l'addition de ses valeurs individuelles. Elle reconnaît donc la valeur individuelle comme un élément d'appréciation, mais à condition que les intérêts individuels soient compatibles avec l'intérêt collectif. Normal. En termes un peu plus simples, ça veut dire quoi? Chacun se démerde, chacun essaie d'être le meilleur. On ne doit pas envisager une inégalité par le bas. Mais face à la scolarité, donc à l'apprentissage, face à la santé, face à la justice, on doit tous être égaux. Le chanceux, le malchanceux, l'intelligent, le con, tout le monde. C'est la République. C'est la République. C'est la République. C'est ce qu'on appelle la République, c'est ça la République. Alors, en 2007, vous croyez, vous, à un match Sarko-Sego? Pour l'instant, il est plus que probable. Mais est-ce que vous croyez que les mecs comme Lang, comme Fabius, comme Strauss-Kahn, ça fait 15 ans les mecs qui sont là, qui rament, vous croyez qu'ils vont laisser Ségolène Royal leur piquer le business? Non seulement je crois pas qu'ils vont laisser, mais alors là, pour le coup, je comprends rien à la stratégie du Parti Socialiste. Rien. C'est le contraire, justement, de ce qu'on disait tout à l'heure du radicalisme. L'élection présidentielle, c'est un candidat ou une candidate qui se présente devant les Français, qui fait une proposition, qui dit voilà la société telle que je l'imagine, et qui s'entoure des gens pour la mettre en place. Le Parti Socialiste commence à te dire voilà le programme, on se met tous d'accord sur un programme, donc on est tous d'accord pour dire la même chose, et après, comme un casting, comme un film. Un film, tu fais le scénario, et après, tu vois le metteur en scène commence à choisir les acteurs. Mais c'est de la folie. Chaque candidat socialiste à la candidature devrait faire son programme, passer devant les militants, pour que les militants votent pour un homme et un programme, et non pas pour un homme ou une femme sur un même programme. C'est ça qui les amène d'abord à dire n'importe quoi. Tu as vu, Ségolène est toujours à 1000 km. Mais même Strauss-Kahn, il dit qu'il fera sa version. Mais jamais, il n'y en a pas un qui... Attends, il n'y en a pas un qui pense pareil au PS. Or, laissons Ségolène Royal vendre son programme, celui auquel elle croit. Si les militants socialistes n'en veulent pas, ils peuvent préférer Strauss-Kahn, qui ne manque pas de qualité et qui ne manque pas d'idées, ou Fabius, qui ne manque pas de qualité et qui ne manque pas d'idées. Et après, par la loi normale de respecter le vote des militants, tout le monde se met derrière le candidat et son programme. Plutôt que ça, alors tu as Ségolène qui est pour on serre un peu la vis, le Parti Socialiste qui est non, on ne serre pas la vis. T'as Ségolène qui est pour le mariage, non, déconne pas, on est contre le mariage. Tu comprends plus rien. C'est du délire. Ségolène, vous la connaissez bien? Oui. Elle est sympa? Très. Elle parle de Blair, mais il ne faut pas vous faire d'illusions. Elle est socialiste. Ah ouais? Ah oui. Oui, oui, oui. Vrai de vrai. Alors ceux qui aiment ça, bah, allez-y les mecs. Et avec Sarkozy, vous êtes copain, Bernard? Non plus. Non? Non. Je l'aime bien. Je le connais. On se connaît. Et lui aussi, c'est un candidat redoutable. Mais lui, il est dans une configuration qui est plus facile. Parce que l'UMP, c'est devenu son parti. Il est à la fois prescripteur des idées de son parti et récepteur de ce que son parti propose. Autrement dit, il va nous faire une programmation clé en main de ce qu'il ressent et des hommes qui vont le soutenir pour le faire. Donc là, il est plus à l'aise pour aller devant les électeurs que quelqu'un qui va défendre un programme qui n'est pas le sien. Donc je dirais que normalement, on n'a plus de chance. Alors c'est peut-être une bonne ou une mauvaise chose, chaque Français fera ce qu'il veut, mais vous avez plus de chance de voir Sarkozy faire ce qu'il va dire qu'il va faire que les socialistes. Que les socialistes, parce que lui, il a c'est toute son la programme, structure, voilà, c'est son programme. Et t'as vu que Jospin revient, là? T'as vu cette semaine? Oui, oui, j'ai vu. Bah, dans la même semaine, on a quand même eu le président qui a annoncé, qui dira s'il est candidat au premier trimestre 2007, et Jospin qui nous dit... officiellement, ce qu'il n'a pas arrêté de nous dire, il faut quand même dire que ça fait un an qu'il nous dit retenez-moi où j'y vais, et si vous m'appelez, je vais y aller. Donc, vous vous rendez compte qu'on va peut-être assister à un autre France-Brésil, quoi. Hein. À la limite, ça va peut-être être de nouveau le combat des chefs. Mais non, Jospin, je crois qu'il se met hors jeu en faisant ça. Il ne se met pas hors jeu en étant candidat, il se met hors jeu en annonçant qu'il peut l'être si on va le chercher. Parce qu'il aurait pu très bien ne pas annoncer qu'il était candidat avant qu'on le demande. Et là, il avait une légitimité quelque part. Pourquoi? D'abord parce qu'il ne croit pas un instant que Ségolène Royal est capable.
il ne dit pas qu'elle ne va pas gagner. Il estime, tout le monde sait qu'il la considère pas capable d'être président de la République. Deuxièmement, il pense que les communistes, les Verts, les extrêmes gauches, etc., il est à peu près le seul à pouvoir faire la gauche plurielle. L'espèce de gauche plurielle. Donc s'il avait été effectivement demandé sans qu'ils disent c'était crédible. Ouais. Bon, mais là, il leur demande qu'on l'appelle alors qu'on ne le demande pas. Ouais. Je crois qu'il s'est disqualifié. Tu crois que les gens lui en veulent en plus de s'être barré en 2002, quoi? Non, ils lui en veulent pas de cette barre en 2002. Il a eu une attitude, au contraire, honorable. J'allais dire... Digne. Minimum que tous les politiques devraient avoir. Moi, le jour où j'ai été mis hors la politique, pour les raisons que vous savez, je m'y suis mis, même si maintenant je suis éligible. Ouais. Je considère qu'on ne peut pas dire, bah tiens, je suis fini, je reviens. Il a été porteur d'un échec terrible, il en a souffert terriblement, il a eu le seul comportement digne que tous les hommes politiques n'auraient pas eu. Ouais. Donc on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Ah non, il a été au contraire exemplaire. Alors maintenant, s'il dit, attendez, finalement, je vais peut-être revenir si vous avez besoin de moi, là, ça sent un peu le faisandé quand même. Ouais. Alors Bernard Tapie, vous serez candidat de toute façon dans le film de Fabien Antoniente qui s'appelle Le Candidat, justement. Ah, j'ai adoré ce mec. Ouais. On s'est rencontrés, il m'a dit, qu'est-ce que tu prépares? Je lui ai dit une pièce, comment ça s'appelle, Le Candidat? Il m'a dit, non, tu fais un film avec moi. Ah ouais. Il est vraiment génial. Donc on va faire un film ensemble à la rentrée, là. Ah ouais. Ouais. Et j'ai bien aimé son approche, il a déjà une bonne idée. Alors vous avez déclaré, j'ai connu la vie avec beaucoup d'argent, je la connais maintenant sans, je préfère la vie avec. Eh bien, ça vous étonne pas. Tout est mieux. C'est vachement mieux. C'est vachement mieux parce que les gens essaient de mettre en opposition l'argent et le bonheur, par exemple. Bah, évidemment, si tu me dis tu préfères riche ou en bonne santé, ça suppose que tu es riche et malade. Ouais. Oui, je préfère être pauvre en bonne santé. Mais tu n'es pas obligé d'être malade parce que tu es riche. Ouais. T'as compris? Ouais. Donc, en bonne santé riche et en bonne santé pauvre, c'est mieux en bonne santé riche. Et voilà. Mais c'est tout mieux. Arrêtez de déconner. D'accord, d'accord. Non mais vous. Eh ben alors. Non mais vous. Bah, non, mais c'est mieux d'avoir de l'argent que de ne pas en avoir. Vous dites maintenant, je connais la vie sans argent. Ça veut dire quoi? Eh ben, d'avoir un salaire qui correspond à un salaire de cadre. Ah ouais, pas plus. Non, puisque tout le reste, c'est gaulé. Ah ouais. Ouais. Non mais quoi que vous gagnez maintenant, Ah bah ouais. Et Courbis, vous trouvez qu'il était trop lourdement condamné, Roland? Putain, ils lui ont mis 2 ans de prison. Ouais, c'est beaucoup. Ferme. Hein. Ouais, et puis il a récupéré le sursis d'avant, il a récupéré 18 mois de Il a sursis dû faire d'avant. des choses vachement graves quand même pour 3 Non. ans et demi. Non, parce Roland. que 3 ans et demi, c'est à peu près ce qu'on donne à un type qui viole dans la rue. Hein. Ouais. En gros, hein. Je sais. Donc il a dû faire des trucs terribles. Et je crois pas qu'il ait fait des Non. trucs terribles. Vous l'aimez bien, Roland? Oui, j'aime beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.